Valentina, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Et oui, de retour, oui, nous sommes le 31 juillet 2012, en plein JO, mais oui, nous sommes quand même de retour parce que la Ligue 2, bien sûr, a repris son cours et en compagnie toujours de mes chers chroniqueurs et chroniqueuses, Thomas, Émilie et Chris qui va bientôt arriver et Luzari qui est là ce soir exceptionnellement. S'il peut intervenir, il interviendra, le directeur de la radio, bien sûr. Bonsoir, mademoiselle, messieurs. Bonsoir. Et ce soir, un invité qui est déjà venu dans notre émission, qui l'année dernière était en national et maintenant en Ligue 2, promu à Niort. Il fait quand même 1m87, 87 kilos défenseur central, c'est un gros bébé, hein, on va dire ça, assez musclé, on va dire. Hein, il est quand même assez balèze. Alias Big Bong, faut pas oublier. Bonsoir Frédéric Bong ce soir. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu dans notre émission. C'est encore un énorme plaisir de vous avoir dans notre émission. Merci d'être là ce soir. Merci. Donc ce soir, n'hésitez pas, chers auditeurs. On aime foot auditeur. Il faut juste rajouter cela sur Skype. On aime foot auditeur. Et on vous rajoutera dans la conversation si vous voulez de débattre avec nous ce soir sans aucun problème. Vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. On aime foot auditeur, le pseudo sur Skype. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, tous nos anciens podcasts, Mathieu Dossevi, Ludovic Joly, Alonso, Olivier Quin et aussi Frédéric Bong qui était venu dans notre émission. C'est pour ça, n'oubliez pas, YouTube sur notre page YouTube. On aime foot, quand on aime le foot, on parle foot, pardon. Donc oui, notre émission a un peu changé de thème. On reste toujours dans ce thème de débat, mais par contre, on restera sur un débat et pas sur deux. Et ce soir, bien sûr, ça sera tous les jours, tout le temps, ça sera l'invité qui choisira le débat de ce soir. Et il y en a deux ce soir. Le premier, donc Frédéric, sois bien à l'écoute, c'est à toi de choisir. Donc le premier, c'est Monaco favori pour la montée, ou sinon. Les clubs historiques résisteront-ils longtemps à la rétrogradation suite à leur manque d'argent? Donc voilà. Quel est ton choix, Frédéric? Je parlerai bien de Monaco, moi. D'accord, ok, c'est parti. On est parti sur... Voilà. Yes. Il y en a une qui avait parié de l'argent et justement, je crois qu'elle a gagné beaucoup d'argent. Ah, je vais être triste ce soir. Tant mieux, c'est les vacances. Donc ce soir, donc on parlera Monaco favori pour la montée. Donc oui, ce débat de ce soir durera à peu près 40 minutes. Allez, c'est parti. Pour toi, Frédéric, première question pour toi. Monaco favori pour la montée. Pourquoi il serait favori pour toi pour la montée? Je pense que déjà ils ont un bel effectif. Et je peux pas me baser sur le match qu'ils ont fait hier parce que je pense que Tours ils ont craqué en 15 minutes. Tours a craqué, ils ont fait 4 buts. Mais je pense quand même qu'au bout du jeu, au bout du collectif, je pense quand même qu'il sera pas mal quand même. Je pense que même si pas premier, pas deuxième, mais dans les 3 premiers, je pense que de toute façon c'est l'essentiel. D'accord, très bien. Donc, chaque chroniqueur, à vous de réagir maintenant. Pourquoi Monaco favori? Alors Thomas, Émilie, qui veut réagir en premier? Honneur aux dames. Allez, vas-y, Émilie. Pourquoi ton Monaco favori doit être favori? Bah alors Monaco, déjà, Sanjouli, hein, déjà. Oui, déjà. Voilà, je tenais à le dire, quand même. Pas des choses qui fâchent. Voilà, donc favori pour la montée, oui, parce que c'est quand même un club qui est mythique. On se souviendra toujours de leur belle épopée avec le fameux match Monaco-La Corogne. C'est un club qui est pas fait pour être en L2, qui est pas fait pour descendre en national. C'est un club qui est fait pour être en L1. Et puis on va dire qu'ils ont aussi de bonnes raisons pécuniaires et un bon système économique pour pouvoir y aller. On leur souhaite bonne chance, même si ils ont décidé de se séparer de Ludovic Joly. Ouais, même s'ils vont pas nous gagner.
Je comprends. Déjà, Frédéric sera au taquet niveau défense centrale, à mon avis. Ouais. Il faut du respect, mais il faut pas avoir peur, c'est tout. Ah oui, ça c'est sûr. Frédéric a dit qu'il se laisserait pas abattre par cette équipe. En tout cas, il va se défendre. En tout cas, il l'a dit. Il y a du respect. Il y a du respect, comme tu l'as dit. Il y a du respect. Forcément, il y a du respect, ça c'est sûr. On respecte tous nos adversaires, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Mais après il faut Bien coréen le jeu, quoi. Ça, c'est bien sûr. Donc Thomas, toi ton avis sur Monaco, favori, pourquoi dis-nous tout. Et moi Monaco, c'est même pas Monaco favori, c'est Monaco mais archi favori, et encore heureux qu'ils sont favoris. On va pas être méchants, on va pas rentrer dans les polémiques, mais avec le budget qu'ils ont, avec l'argent qu'ils ont, avec l'effectif, l'entraîneur, le stade qu'ils ont, le passif qu'ils ont, heureusement que Monaco est favori. Maintenant on le sait, en Ligue 2, en national et de surcroît en Ligue 2, le favori ça veut rien dire. Nantes était favori très longtemps, c'est pas pour autant qu'ils sont remontés. Sedan l'a été, c'est pas pour autant qu'ils sont remontés. Donc attention, la Ligue 2 c'est un championnat qui est très difficile, qui est très long, tout le monde peut battre tout le monde n'importe quand. Et clairement le 4-0 d'hier soir, moi je suis un peu comme Frédéric, Tours s'est démobilisé pendant 15 minutes, a pris 4 buts. Donc forcément à 4-0 à la mi-temps, le match est plus le même du tout, même à 2-0 en 5 minutes, c'est fini, c'est plié. Mais non, clairement, il va falloir être très prudent. Il y a des favoris, comme dans tout championnat. Maintenant, ça ne signifie pas que Monaco va monter, bien que je l'espère. Attention, j'espère parce qu'effectivement, il n'y a rien à faire de par leur budget en Ligue 2. Ils ont effectivement de par leur budget, leur effectif et leur entraîneur largement la place d'être en Ligue 1 et sur un podium de Ligue 1. Mais attention, rien n'est fait. Et la Ligue 2, c'est très difficile. C'est pas la Ligue 1. Et c'est un championnat qui est très physique, qui est très difficile et qui est encore une fois très long. Et Frédéric, effectivement, pourra le confirmer. La Ligue 2, c'est spécial comme championnat. Alors attention. C'est sûr, mais excusez-moi. Vas-y, Frédéric. Je connais pas trop la Ligue 2, mais bon. Mais je pense que moi, quand je dis Monaco, ils sont favoris pour la montée, déjà, vous avez parlé du budget tout à l'heure, c'est bien. Mais par contre, le Paris Saint-Germain, il avait un gros budget, mais il n'a pas réussi à il n'a pas réussi à gagner le championnat. Moi, je dis plutôt, j'espère que les joueurs, ils sont motivés. Et voilà, qu'ils vont rien lâcher. Et voilà, c'est tout le mal que je leur souhaite, pour pas dire le bien. Mais après, maintenant, il va falloir s'approcher, parce que voilà, comme vous le savez, la Ligue 2, voilà, là, il reste encore 37 journées, donc, à l'heure actuelle où nous parlons, tout le monde peut y accéder, donc, bien sûr. Alors moi, j'ai quelque chose à dire sur Monaco. Alors Monaco favori, j'ai envie de dire oui, mais comme dit Thomas tout à l'heure, je te rejoins un peu là-dessus. Oui, bah heureusement. Mais il y a pas que. À un moment, il y a Auxerre, il y a Le Mans qui est toujours certes complètement amoindri, mais ils sont pas favoris, mais reste quand même une équipe assez haut ça fait partie des grandes équipes comme Auxerre, comme Lens, comme Nantes, qui font toujours partie des équipes des hauts, comme Sedan, Clermont. Oui, bien sûr, mais même si c'est des équipes qui stagnent. Alors moi, je suis pas trop d'accord là-dessus parce que pourquoi parce que tout le monde dit archi favori avec tous ces médias qui parlent autour d'eux. Oui, Monaco est archi favori parce que ils ont beaucoup d'argent, mais l'argent ne fait pas tout actuellement. Il faut savoir quand même que l'homme d'affaires russe arrive et tout de suite on s'attend à un Monaco hyper étincelant. On annonce même Bossingua pour l'instant. Je le vois pas du tout arriver à Monaco. S'il arrive à Monaco, je pense que c'est une grosse erreur pour lui. Enfin, il le verra. Pour ma part, c'est un sujet on en parlera peut-être plus tard au niveau des recrutements. Mais voilà. Après, il y a un gros problème. Enfin, il y a un gros problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est que Monaco, on sait qu'elle est favorite dans tous les cas. Cette question, on la sait qu'elle est favorite parce que ces joueurs qu'ils ont recrutés sont bons. Après, est-ce que la Ligue 2 c'est pas la Ligue 1, hein, c'est hyper physique, on va attendre Monaco au tournant dans tous les sens, c'est-à-dire certes Tours comme vous l'avez dit, je pense qu'on peut pas vraiment du tout se baser sur ce match-là. Ce match-là a été complètement tronqué par une équipe de Tours qui n'avait pas du tout envie de jouer, on voit sur les joueurs qui n'ont pas envie de faire des têtes ou même de défendre, j'ai l'impression, enfin c'était mon avis personnel. Mais Monaco va être attendu à tout tournant. À l'instant, Frédéric le dit bien, on les attendra, on les respectera, mais on sera
là, on sera présent, on les respectera, mais on sera là. Donc ça veut dire que déjà, tout le monde va s'attendre à un gros match. Comme on va dire, par exemple, Lorient qui va jouer contre Marseille. On sait très bien que Lorient va tout donner pour jouer contre Marseille. Donc, on sait automatiquement qu'ils vont être présents. Donc Monaco, favori, oui. Mais voilà, gros bémol, gros attention à tout ça parce que ça peut vite exploser. Et n'oublions pas non plus les équipes qu'on n'attend pas forcément, mais qui peuvent surprendre. Et là, effectivement, je vais pas, parce que c'est Frédéric, mais je vais pas forcément faire ça parce que c'est lui, mais Niort a fait une belle saison. Niort a accroché Clermont lors du premier match, Clermont qui est favori déclaré à la montée. Donc attention à des équipes comme Clermont, comme Niort par exemple, hein, qui peuvent effectivement, Niort, Laval et ces équipes-là, qui peuvent faire aussi un beau parcours. Et pourquoi pas basculer dans les 5-6 premiers à la fin de la première partie de saison et jouer le rush final derrière. Donc, quand je le dis, rien n'est fait. Non, bien sûr. Rien n'est fait. Mais moi, je rajouterais juste une chose. Faut faire attention. Faut faire attention parce que Niort reste Niort. Mais par exemple, l'exemple de Reims. Qui monte et qui va directement en Ligue 1, ou Bologne aussi si je me trompe pas, hein, Tom, tu me reprends si je me trompe, mais voilà, on voit des équipes des fois qui montent de National en Ligue 2 et de Ligue 2 en Ligue 1, mais on voit que le National et la Ligue 2 se rapprochent assez fortement au niveau du jeu. Actuellement, actuellement, on sait très bien que il y a énormément de clubs qui ont été en Ligue 1 qui sont redescendus. Voilà, juste un petit mot, j'accueille Chris qui est de retour avec nous. Bonsoir Chris. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de votre invitation hâtive. Ouais, voilà, avec un tout petit peu de retard, mais on t'en voudra pas. Donc oui, je répète pour toi, juste exprès pour toi. Je le sais. Monaco oui. Favori pour la montée, ouais, voilà, tu le sais déjà à l'avance. Très clairement, oui, non, mais je m'étais un petit peu renseigné sur le choix de notre invité du soir que je salue. Et je pense qu'il était déjà venu la saison dernière, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et il a fait un très bon choix. Ouais, moi, je vais trancher dans l'art. Bien sûr, c'est les ultra favoris. C'est intéressant d'avoir ce débat-là pour confronter les idées. Mais quand vous voyez l'effectif qu'ils ont, vous voyez la qualité de leur match. Moi, je pense qu'il y a vraiment pas eu photo. Moi, j'ai juste une question à poser. Est-ce qu'il y a une équipe dans la Ligue 2 qui a un effectif aussi complet, aussi large et aussi de qualité que cette équipe de l'AS Monaco? Moi, je pense que j'en vois aucune. Même les équipes qui sont descendues, désolé à Lusari, qui m'a remplacé et que je salue aussi ce soir, il y en a vraiment aucune qui peut rivaliser sur l'ensemble de la saison. Monaco en Ligue 2, c'est l'équivalent, si je caricature un peu, du PSG en Ligue 1. Donc on connaît malheureusement déjà les deux champions des deux premières divisions de France. Tout cela n'est pas très passionnant. Je ne suis pas de ton avis. On ne connaît pas les champions. Attention, l'argent ne fait pas tout. Et Paris l'a montré l'année dernière avec beaucoup d'argent. Ce sera au moins 6 à 8 points d'avance minimum pour les deux. On en reparle. Oh, tu t'engages un petit peu. Ça va être une boucherie. Là, Frédéric n'est pas de ton avis, je pense. Non, ça va trop vite, là, Faut pas le dire, mais comme je l'ai dit, là, je pense que voilà. Et ils auront la motivation, c'est tout, voilà. Mais après, le reste, il va falloir gagner sur le terrain, hein. Il reste encore 37 journées. c'est dur. Je crois que c'est dur. Mais c'est faisable pour eux, mais ça va dur quand même. Très bien, mais revenons tout de suite sur ce Monaco. Donc Monaco a fait des recrutements. Donc est-ce que ces nouvelles recrues seront-ils forts pour cette ligue, seront-elles fortes pour cette Ligue 2 nouvelle génération, on va dire, parce qu'avec tous ces joueurs, tous ces nouveaux clubs de Ligue 1 qui descendent, qui sont voilà, on va pas faire le calendrier, mais le classement, je veux dire, mais il y a quand même pas mal de clubs, Auxerre, Le Havre et toutes ces équipes. Donc voilà, un recrutement quand même avec 17 départs. 17 départs, dont Julie, Hanson, Elstadt, Sambou, mais avec un beau recrutement quand même. Ndinga de Auxerre, 6 millions. Poulsen Jacob aussi, Radji Andrea de Bologne qui vient de Bologne, et Sébastien Ribas qui jouait si je ne me trompe pas à Bastia l'année dernière. Non, Ribas il jouait au Genoa, mais il était avant à Dijon.
Oui, à Dijon, pardon, excuse-moi, voilà, à Dijon, oui, il a, grâce à lui, quand même, Dijon est monté. Je sais plus combien de buts, plus d'une vingtaine de buts en tout cas. Oui, mais c'est ça qui est impressionnant, hein. Avec les transferts qu'ils ont fait, si vous les analysez tous, en général, les clubs, dans tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2, ce qu'ils font, c'est ils prennent des risques. On est obligé de prendre des risques, on mise sur un joueur. Et vous voyez l'indécence financière de l'AS Monaco, ça va être pareil, le Paris Saint-Germain, ça a déjà été le cas, c'est qu'ils ne prennent aucun risque, ils prennent des valeurs sûres, des joueurs qui ont explosé sur une saison. Ça s'ajoute aussi aux transferts qu'ils avaient achetés en Belgique avec Nabil Dirar, Kagelmaker, c'était des valeurs sûres déjà. Il n'y a aucune prise de risque et l'effectif est en plus non seulement de qualité avec les transferts qu'ils achètent, mais aussi extrêmement large. Et ça, c'est vraiment, je pense, le point le plus fondamental pour être champion en Ligue 2. Et ce qu'il faut quand même aussi remarquer, c'est qu'il n'y a pas vraiment un autre club qui a un noyau qui fourni en termes de qualité. Est-ce qu'il n'est pas de trop fourni ce largeur. noyau, justement? Est-ce qu'il n'est pas trop fourni ce noyau? C'est recru, 17 départs, voilà. Est-ce que cette mayonnaise va prendre avec 17 départs? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Toi, Émilie, justement, 17 départs avec dont Ludovic Jouli. Est-ce que tu penses pas que c'est quand même un point quand même assez faible de l'AS Monaco? Est-ce que ça va pas être plus dangereux? Ben, j'ai envie de dire déjà, enfin, ça fait un petit peu, on va pas jouer et faire de mauvais esprits, mais ça fait un peu un nettoyage au Karcher. Donc, il a fait un petit peu le ménage, un petit peu trop vite à mon avis. Donc oui, Ludovic Jouli, ça m'embête beaucoup. Maintenant, faut voir ce que ça donne, et je pense qu'ils auront peut-être un désavantage sur les autres, c'est qu'il va falloir qu'ils se trouvent au fur et à mesure. Après, effectivement, l'argent fait pas tout. On verra au fur et à mesure. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, il y a de belles équipes en L2 qu'on n'est pas censé éventuellement sortir du lot au premier abord. On a Guingamp aussi. Il faut pas oublier Guingamp parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là. Et puis, je voudrais faire un petit passage rapide aussi sur Le Mans. Le Mans, non, c'est pas une équipe favorite. Hein. Même si je suis Mancel. C'est pas du tout, non, c'est pas une équipe favorite, là. Faut juste dire ce qui est. On a eu énormément de chance de pas être descendu plus bas qu'on est déjà. Alors, on est en L2, j'ai envie de dire, youhou, on est de la chance. Je pense que Le Mans va stagner ou va descendre, mais on n'est pas une belle équipe, faut arrêter. Faut juste se rendre à l'évidence. On a eu de la chance. Comment Très bien. sur Mimi? Non, je suis je te rejoins sur un point. objective. Je suis objective. Par contre, je te rejoins sur un point sur Monaco, c'est qu'avec 17 départs, donc beaucoup d'arrivées, maintenant le plus dur commence, à savoir créer une homogénéité de groupe. Et mais ça, on va avoir un Monaco. Alors je pense qu'ils vont être gérés d'une main de maître. Là, on va faire confiance à Claudio. monsieur. Oui, non, mais même pas en prononçant son nom, s'il vous plaît. Hein. Si on va peut, faire confiance à ce monsieur qui fait le ménage, très bien d'ailleurs, qui arrive très bien. Il est un grand entraîneur, avouons-le. Oui, c'est un grand entraîneur maintenant, et effectivement, il va pouvoir nous montrer ses talents avec un nouveau groupe à former, une nouvelle dynamique à prendre. Maintenant, il a commencé. Oui. Ouais, allez-y. Est-ce que le pari est pas trop haut et très très osé? En tout cas, s'il réussit, chapeau à lui. Frédéric, j'allais qu'est-ce dire, qu'on pense de ces 17 départs? Vas-y. Si, j'allais dire, il a commencé à montrer ses talents parce que le premier match, il gagne déjà 4-0. Je pense que voilà, c'est promettant, Mais comme elle a parlé tout à l'heure du Mans, moi j'ai joué le Mans un match amical. Ils en ont perdu, je sais pas combien de matchs amicaux ils ont fait, mais je pense que le seul match amical où ils ont fait match nul, c'est que je dirais plutôt qu'ils étaient un peu dans l'attente du verdict de je sais pas quoi, la commission, je sais pas quoi, pour savoir s'ils vont jouer en Ligue 2 ou en Ligue 1. Mais moi je les ai joués, c'est pas une mauvaise équipe, hein. Franchement, s'il y a des équipes qui pourraient descendre en national, moi je mettrais pas Le Mans, mais bon. Ça c'est mon avis personnel. Merci Frédéric, merci. Ça fait plaisir à Thomas, mais toi, Frédéric, si par exemple, on va prendre l'exemple de Niort, il y aurait eu 17 départs, tu penses pas quand même avec des nouveaux, t'as des très bons joueurs, est-ce que tu penses pas que justement c'est cette osmose qui s'est passée peut-être à Monaco, certes, c'était pas une très grande osmose, mais en tout cas ils ont fini leur saison mieux qu'au début quand même. Est-ce que justement ils vont pas tout casser quand même si c'est un grand entraîneur, même si c'est ceci, même si c'est cela. Est-ce que avec ces 17 départs, est-ce que c'est pas dangereux? Ouais, ça c'est sûr, ça pourrait être dangereux. Maintenant, je crois que tout part de là. Ils ont fait confiance au coach. Je pense que même si un club qui fait recrutement, ils le font aussi par rapport au coach. Enfin, ils essaient de parler avec le coach pour voir quel genre de joueurs ils vont prendre. Donc, je pense qu'ils sont partis sur la base de la confiance et au bout du premier match, je pense que voilà,
ils sont satisfaits, je crois. Bon, après, ça va pas s'arrêter là. J'espère pour eux que ça va continuer, sauf contre Junior, en tout cas. Mais, mais voilà, tant mieux pour eux. Mais moi, je vais revenir un peu sur ce que dit Frédéric, pardon. Moi, je pense que c'est trop. Pour ma part, ça sera trop, ça sera trop dangereux. On le verra, je pense, dans la saison. Moi, je mets un gros pari qu'à partir de 6 mois, il va y avoir quelque chose de cassé. Comme dans tous les groupes, il y a toujours un moment où il y a du faible. Mais là, il va se passer quelque chose de moins bien. Je suis pas sûr que cette mayonnaise prenne tout de suite, mettre du temps à prendre. Peut-être qu'ils vont, bon, on le sait tous, je pense qu'ils vont monter en Ligue 1. S'ils montent pas en Ligue 1, en tout cas, ça sera une très grosse perte pour eux. Ils ont leur effectif, ils ont un effectif pléthorique. Comment tu veux que les joueurs, ils en ont une trentaine, ils arrivent à s'entendre? Déjà, ne serait-ce que ceux qui vont jouer, parce qu'ils vont pas tous jouer, ça c'est clair et net. Donc tu auras forcément au bout d'un moment des rivalités qui vont arriver. Et comment ils vont réussir à gérer ces rivalités? Thomas, le mot concurrence, ça dit quelque chose? Attention, attaque personnelle. Pardon? Le mot concurrence, ça te dit quelque chose? Oui, Thomas. mais avec les égos qu'il peut y avoir actuellement, avec les joueurs de caractère qu'ils ont recrutés, ça peut être difficile dans le vestiaire, à mon avis. Alors, pas totalement faux. Maintenant, faut se dire aussi quelque chose, quand t'as autant de qualités individuelles, sincèrement, le nombre de matchs qui peuvent basculer uniquement sur des éléments individuels, et je parle même pas de mouvements collectifs, franchement, c'est impossible. Pour moi, ça me paraît vraiment impossible déjà qu'ils ne le montent pas. Et je pense que déjà, la pression du titre, ils ne l'auront pas forcément, parce que l'objectif premier, c'est quand même de monter. C'est vrai qu'après, ils sont attendus pour le titre. Mais oui, je pense mais vraiment on pas que ça sait puisse très jouer. bien qu'entre eux, l'objectif, c'est le titre, on le sait très bien. Enfin, au niveau des médias, oui, non, c'est juste la montée, mais pour eux, intérieurement, c'est le titre, on le sait. Parce que vous pensez que Sébastien Ribas, c'est un très bon transfert pour vous. De Ligue 2, excellent transfert, ah oui. En Ligue 2, ah oui, complètement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a montré que, voilà, c'est quelqu'un qui restait sur une très bonne saison. Donc, je veux dire, mais de toute façon, tous les joueurs qu'ils ont achetés, c'est peut-être pas des grands noms, pas tous en tout cas. Et bon, il y a quelques noms, notamment l'année passée, qui jouent en Belgique, donc que je pouvais connaître moins à titre personnel. Mais ce ne sont pas des grands noms au niveau international, mais ce sont des valeurs sûres, en tout cas sur un an. Après, là où je peux te rejoindre, c'est est-ce qu'ils font pas une connerie, parce que moi, je les connais, les Kagelmaker, les Nabil Dirar, etc. Est-ce qu'ils font pas une connerie en achetant des joueurs qui ont fait une bonne saison, mais qui n'ont pas non plus un grand nom, qui n'ont pas un grand passé? Bah, je pense que c'est aussi un pari, mais sincèrement, honnêtement, quelle équipe de Ligue 2 peut se payer le luxe de faire autant de changements? Le risque, et on parlait tout à l'heure la mayonnaise, je suis d'accord avec vous. Ça se calcule quand en général la mayonnaise? Et si ça va pas tout de suite, ça se voit immédiatement. Et là, sauf si, comme tu le disais Thomas, sauf s'il y a un tsunami, 4 défaites d'affilée au mois de janvier, mais à part ça, vraiment la mayonnaise elle est déjà prise, ça fait déjà 4-0 pour le match. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, Chris, sur la mayonnaise. Je suis pas d'accord parce que certes, elle peut être prise au début et c'est là qu'il faut voir le tempérament des joueurs. C'est-à-dire que si t'as un mec qui fout la merde dans le vestiaire, je pense que Frédéric pourra nous le dire s'il en a connu un, peut-être. Hein, faudra balancer des noms, bien sûr. Mais si t'as quelqu'un qui fout la merde dans le vestiaire, peut casser un groupe. On peut dire ce qu'on veut. Ça peut casser un groupe. Après, ça peut toujours se solidifier, comme toujours. De toute façon, il y a toujours des trucs qui se passent dans les vestiaires. Ça reste du off. Mais ces joueurs-là, quand même, il y a des grands noms. Il y a des beaux noms, pas des grands noms, des beaux noms, parce que moi, je trouve que c'est pas des grands noms. Mais Ndinga a fait une très bonne saison à Auxerre. Lyon le voulait, ça s'est pas fait. Ndinga a fait une saison bonne quand même. Hein, il a quand même tenu un peu quand même la baraque. Il a quand même tenu la baraque à Auxerre. Oui, ça n'a pas été excellent quand même. Alors, pas tout seul à jouer, moi, ah oui, non, mais heureusement, parce que sinon ça serait fini. Mais je pense qu'il y a, il manque. Je suis désolé, je vais revenir sur le cas de Julie, mais il manque un gars comme Julie, peut-être qui pourrait donner sa touche française, parce que on est en Ligue 2. Donc il y a quand même des joueurs qui ont joué longtemps en Ligue 2. Je suis d'accord avec vous. Je serais d'accord avec vous parce que vous allez me tacler là-dessus, ça je le sens. Mais clair. Un mec comme Julie, quand même, peut apporter une sacrée expérience dans le vestiaire. Mais il est clair que Julie va manquer, mais maintenant, parce que moi j'étais en train de voir le nombre de Français qui ont commencé titulaires. Il y en a quand même quelques-uns. Ils sont très jeunes, la plupart. Mais ils sont très jeunes, mais bon, ils sont titulaires. Donc je veux dire, ils peuvent apporter une plus-value directe et immédiate puisqu'ils commencent la saison titulaire dans l'équipe. Donc il y a quand même quelques Français. Maintenant, ça, je te rejoins. Un mec comme lui, en termes de charisme, en termes
parce qu'on sait qu'est-ce qu'il peut apporter aussi à un groupe en termes d'expérience. On sait qu'il était capitaine de nombreuses fois. Il manquera à n'importe quelle équipe, et surtout une équipe de Ligue 2, quand on sait que les capacités physiques et mentales sont sans doute plus intéressantes et plus indispensables qu'en Liga où il y a sans doute plus de talent. Donc là, c'est sûr qu'il va manquer, mais est-ce qu'il pourra pas être remplacé par les talents individuels? Moi, je pense que oui. Non. Forcément, il est irremplaçable, on le sait, mais maintenant, il est vrai que Chris, je te relance sur un point, c'est que l'équipe est certes très jeune, mais c'est la meilleure génération de jeunes que Monaco a eu depuis très 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 longtemps. Et c'est la génération de jeunes que Monaco, qui a gagné la Gambardella avec Monaco il y a 2 ans. Donc c'est une belle génération. Exact. Et entouré par des garçons plus ou moins d'expérience, qui n'ont pas une grande expérience, mais qui ont déjà 25-30 ans, leur recrue depuis ces 12 derniers mois. Il y a pas mal de joueurs de cette génération 25-27 ans, entourés par ces joueurs-là qui ont déjà une certaine expérience du top niveau, ou des Coupes d'Europe, comme c'est le cas de Dirard, c'est le cas du Danois dont j'ai oublié le nom évidemment, c'est toujours comme ça en direct, mais c'est le cas de ce très bon milieu de terrain danois d'ailleurs. Donc c'est pardon Poulsen. Enfin, voilà, Poulsen, voilà. Mais c'est le cas de beaucoup de joueurs qui ont quand même l'expérience. Donc je pense que l'alchimie peut s'opérer, et je pense même, puisque je dois me lancer, qu'elle va s'opérer très rapidement. Alors moi j'ai juste une question, est-ce que alors tout ce bruit qu'on fait par rapport au Monégasque, est-ce que justement ça va pas faire peur aux autres équipes? Est-ce que justement par rapport en termes de médias, en termes de presse, est-ce que justement tout le monde va pas attendre Monaco et va s'incliner devant Monaco psychologiquement? Ce serait intéressant d'avoir l'avis de Frédéric là-dessus. En tout cas pas Niort, ça c'est sûr. Pas les Chamois niortais. Ça c'est sûr. Et vous en parlez déjà vous un petit peu à Niort de Monaco ou pas du tout? Non. Comme je le dis, nous c'est le prochain adversaire qui nous tient à cœur. Donc après, quand ce sera au tour de Monaco, on préparera le match pour aller jouer contre Monaco. C'est comme ça. D'accord. Et à l'intersaison, vous avez jamais évoqué Monaco, leurs achats, leurs joueurs. Enfin, ça vous est complètement passé au-dessus, quoi. Non. Je pense qu'on s'en est préoccupé que des Chamois niortais, que de nous-mêmes. Donc pour essayer de nous préparer au mieux. Donc voilà. Mais sinon, voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Comme ça leur arrangeait, tant mieux pour eux. Excusez-moi, mais en termes de joueurs, oui, mais est-ce que en termes de staff technique, on n'en a pas discuté, et est-ce que ça fait pas peur justement au staff technique des autres équipes? Est-ce que ça va pas jouer justement cet argent, ce changement, cette attente par rapport à Monaco? Est-ce que justement on va pas leur faciliter la tâche? Faciliter, je sais pas, mais en tout cas, moi je parle en tant que chamois. Et voilà, je pense que ça va être dur. Il y a des moments où ça va être dur pour eux. Comme vous venez de le dire, ils ont changé peut-être 17 joueurs. Donc pour l'instant, quand on se base sur le premier match, on pourrait dire que la mayonnaise elle a pris, mais je pense qu'elle n'a pas encore totalement pris. Et ça va se jouer là-dessus. Mais sinon, je vous ai dit, Monaco contre Chamois niortais, ça va être un peu dur pour eux de nous battre, je crois. Je sais pas pourquoi je le dis, mais franchement, j'ai trop confiance. Pas tellement confiance à nous. Je sais qu'on est là, on n'est pas favori, on va jouer les troubles faites, mais je pense qu'on va bien les jouer, je crois. Ok. Bon, on verra ça, Frédéric. En tout cas, je sais qu'au niveau défense, ça va être percutant, en tout cas, ça c'est sûr. Et ce qu'on peut dire par rapport à l'interprétation d'Emilie et même l'interpellation, c'est que c'est toujours à double tranchant. Ces équipes-là, Monaco, qui est favori de sa ligue, c'est plus que la saison dernière, ce sera à double tranchant, donc ce sera forcément à chaque week-end un impact. C'est-à-dire que soit les joueurs adverses, ils seront pas indifférents par rapport à ce statut-là, et c'est souvent ce qui se passe, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que soit ils se subliment, et très souvent les équipes qui vont jouer contre Monaco, c'est le match de l'année pour eux. Ils jouent contre les favoris, ils jouent contre les plus forts de la ligue, donc soit ils se donnent à fond, et là le problème c'est que ça joue physique et ça joue le couteau entre les dents. Et là, ils auront besoin à Monaco d'avoir un effectif large, ou parfois ça leur sera bénéfique parce qu'il y aura un peu de peur, certains joueurs seront tétanisés par l'enjeu. Donc ça dépend un peu, je dirais, de l'opposition. C'est-à-dire que plus l'équipe en face sera forte, et plus ce sera un peu mauvais pour Monaco parce qu'elle est susceptible de leur résister. Et après, il y a aussi le risque. Vas-y, Émilie, vas-y. Pardon, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Chris. C'est à double tranchant. Donc soit on va les attendre, ils vont être là et ça va être le pari gagné, ou soit on va les attendre et ils vont tout à fait se casser la figure. En revanche, je tiens à revenir quand même sur la première journée de L2 où Monaco, alors effectivement, a fait un 4-0. Alors est-ce que ça s'est pas joué dans la tête pour Tours qui a pris pas mal de buts d'un coup?
Parce que tout s'est joué en première période. Faut pas l'oublier, ils ont pas fait la totalité du match à 100%. Sinon, je pense qu'on aurait eu plus de buts que ça. Un quart d'heure. La chance du débutant, on va dire, la chance de la première journée, je pense que ça reste, l'histoire reste à écrire, donc effectivement, rien n'est joué. T'as totalement raison, et je vais un peu prendre à contre-pied ce que je disais tout à l'heure, mais si je devais faire l'avocat du diable, je dirais, et ce qui est tout à fait vrai, que la première journée, c'est toujours très spécial, même au niveau tactique, puisque les visionneurs, les entraîneurs, etc., le team, notre invité, c'est de quoi je parle, bah, ils ont toujours des cassettes, maintenant des DVD, etc., ils ont suivi beaucoup de matchs. Et c'est vrai qu'en début de saison, il y a des nouveaux joueurs, peut-être un nouveau système de jeu avec de nouvelles combinaisons, de nouvelles individualités qui forment forcément de nouvelles combinaisons, et tout ça, c'était inconnu au bataillon pour l'équipe adverse et pour l'entraîneur adverse. Donc là, c'est peut-être quelque chose au cours des prochains matchs, faudra un peu surveiller. Il est clair que si ça reste comme ça jusqu'à la 10e journée, cet effet de surprise-là ne pourra plus jouer. Mais attention, c'est vrai, il faut avoir cette réserve-là. Émilie, je savais que c'est toi qui la soulignerais d'entrée. Et effectivement, mais en tout cas, vas-y. En tout cas, je pense que je tiens à souligner que cette année, le championnat de L2 sera aussi intéressant que le championnat de L1, parce qu'aujourd'hui, on a d'aussi grosses équipes en L2 qu'en L1. Donc je pense que les deux seront à suivre et seront très intéressants. Et je pense qu'on aura beaucoup de jeunes joueurs à suivre, parce qu'on a quand même beaucoup de centres de formation assez intéressants qui sont aujourd'hui donc dans cette Ligue 2. On pense notamment à Nantes, par exemple, à Auxerre, à Monaco, à Niort aussi, qui a été un centre de formation très intéressant au début des années 2000, fin 90, et qui effectivement continue sa formation en catimini. Maintenant, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que là, on est sur la première journée, donc ça ne veut absolument rien dire, et Frédéric pourra le confirmer, notamment puisque les joueurs sont assez émoussés physiquement, là, pour la plupart, après une préparation physique qui a été très intense. Donc, pour le moment, on est encore en phase de préparation physique, on n'est pas encore en phase de compétition avec un joueur en top forme. N'est-ce pas, Frédéric? Il y a quand même une fraîcheur, ils ont eu tous 5 à 6 semaines de repos. Alors, c'est vrai qu'il y a une fac pour ceux qui suivent pas le foot, et personne n'est concerné, mais les gens qui ne suivent pas le foot se disent, ils doivent péter la forme, mais forcément, il faut savoir que c'est, pour la plupart, toujours très faux. Les vrais footballeurs, les footballeurs professionnels, ils ont maximum, et c'est vraiment chanceux quand ça leur arrive, 2 mois de repos, et si le joueur est blessé... Combien de repos? Ils ont 3 semaines de repos, c'est tout. Un maximum, parce que très souvent, c'est 3, 4, 5 semaines de vacances ou de repos. Et encore, dans les vacances, c'est obligé de garder un certain niveau physique, parce que d'entrée, comme tu le dis, ça leur demande beaucoup. Donc, mais il y a quand même une fraîcheur physique, quoi. Ils sont moins fatigués maintenant qu'en fin de saison dernière, quoi. Ça, c'est évident. Frédéric, pour un cauchemar pour eux. Vas-y, Émilie. Vas-y, Frédéric, vas-y. Non, j'allais dire, ça dépend. Par exemple, nous, Niortais, on a joué la saison jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière journée. Après, en termes de vacances, on a eu quoi? Normalement, on devait avoir, on avait repris le 21 juin. Donc, avec le programme que le coach et le préparateur physique donne à chaque joueur pour aller en vacances, donc, grosso modo, on a eu quoi? 10 jours de vacances. 10 jours où tu peux te dire, 10 jours où tu mets un stop. Genre, tu fais rien, tu te reposes. Et après, sauf qu'après, tu reprends pour pas te freiner pendant la reprise. Dans les vacances, ça dépend. Il y en a certains, par exemple, si vous tombez sur un club qui joue son maintien et qu'il a obtenu son maintien ou quoi au bout de la 30e journée, je pense que pour eux les vacances ils ont commencé. Maintenant notre cas comme la saison dernière où nous avions joué jusqu'à la toute dernière journée, je pense que les vacances ça varie dans ce sens-là. Et en termes de préparation physique, vous Frédéric chez les Chamois, donc je pense que là tu pourras plus en parler que nous. Je pense que sur le premier match contre Clermont, vous étiez un petit peu encore tous émoussés par la préparation physique et loin d'être frais pour un match comme celui-là. Je pourrais pas parler pour tout le monde, mais personnellement, ça allait, ça va. Après, je pense qu'on a bien préparé le match. Et voilà, même comme vers la fin, je pense le dernier quart d'heure, on a un peu sombré, on a sombré un peu physiquement, et c'est là où clairement il faut égaliser. Mais bon, je pense que comme la préparation n'est pas encore totalement finie, mais oui, après il faut se au top quoi. Voilà. Moi, de ce qu'on m'a dit, ça a été assez intense cette année, la préparation physique chez les Chamois, et même les plus gros gabarits, les plus forts gabarits ont beaucoup souffert, est-ce exact? C'est la vraie préparation. Si vous faites une préparation et que vous souffrez, pas souffrir, mais bon, après, il faut baver un peu quand même, je crois. Ah oui, c'est sûr que si physiquement après, tu souffres pas, la préparation physique est pas super. Hein. Voilà. Je pense que nous, il fallait baver un tout petit peu, mais on l'a fait, mais ça s'est passé dans de très bonnes conditions.
Comme on était parti à Châteauroux, un stage de préparation, ça s'est parfaitement bien passé. Et après, sauf qu'on a eu des petits pépins qui ont fait en sorte que, voilà, en ce début de championnat, surtout contre Clermont, et jusqu'à présent, on a pas 7-8 blessés. Donc, il fallait faire avec, mais sinon, la prépa en elle-même, on a tenu le coup. Et on est en train de tenir le coup. Parce que je pense qu'elle n'est pas encore totalement finie. J'espère pour toi, Frédéric. En tout cas, je vais juste recadrer le débat et sur la dernière question du débat, donc sur Monaco. Donc, la dernière question pour moi, au niveau de l'entraîneur, bien sûr, il faudra qu'on retourne dessus. Ranieri, est-il l'homme de la situation pour toi, Frédéric, à Monaco, un entraîneur comme de ce nom-là, en tout cas, qui arrive à Monaco? Est-ce que tu penses que c'est l'homme de la situation? Ouais, je pense qu'il est capable d'apporter et je pense qu'il va apporter. Maintenant, il lui faut des éléments qui vont avec. Donc, j'espère que les joueurs ils vont bien le comprendre et que lui aussi il va comprendre ses joueurs que entre tous les deux, franchement, il y aura une osmose parfaite. Donc, j'espère bien pour eux. Donc, voilà, à lui tout seul pourra rien faire parce que le coach, malgré ses entraînements, c'est pas lui qui joue. Donc, je pense que les joueurs sont réceptifs. Et vous, cher chroniqueur, vous avez pas envie de réagir là-dessus? Vous, Ranieri, c'est super, c'est beau, c'est magnifique. C'est un grand nom, et soyons logiques, c'est pas un entraîneur de Ligue 2, c'est un entraîneur top prestige, c'est un des meilleurs entraîneurs du monde, il a rien à faire en Ligue 2 française. Oui, mais moi, c'est toujours la grosse incertitude. Moi, j'ai une sorte de profession de foi intime qui me fait dire que, donc c'est vraiment quelque chose de totalement subjectif. Je ne pense pas, franchement, que des entraîneurs aussi prestigieux qui ont connu les Coupes d'Europe, qui ont vraiment un renom et un palmarès, et surtout des compétences quand même, parce qu'elles sont indiscutables et incontestables, qui ont réussi à aussi haut, puissent évoluer et puissent entraîner un club à l'échelon inférieur, même s'il a des prétentions financières intéressantes. Moi, franchement, je pense que c'est pas quelque chose de positif. Il faut surtout savoir, est-ce qu'il va vraiment avoir le couteau entre les dos? Est-ce que le challenge sportif est à la hauteur de ce qu'il a pu connaître par le passé? Si la réponse est oui, alors c'est un très bon choix. Moi, ça reste encore à démontrer, franchement. Le palmarès, juste un petit point sur son palmarès, hein. Après, moi, je réagirai là-dessus. Charity Shield en 2000 avec Chelsea. Vainqueur de la Supercoupe à l'UEFA en 2004 avec Valence. Vainqueur de la Copa del Rey en 1999 avec Valence. Vainqueur de l'Intertoto en 1998 avec Valence. Vainqueur de la Coupe d'Italie en 1996 avec la Fiorentina. Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 1996 avec la Fiorentina et champion d'Italie en D2, donc au Série B, 1994 avec la Fiorentina. Alors moi, personnellement, je vais juste réagir là-dessus, après vous en direz ce que vous voulez. Si vous trouvez que c'est un très grand entraîneur, moi je suis désolé, un très grand entraîneur, ça parle avec le palmarès. Et moi je trouve que son palmarès est pas un très grand palmarès, je suis désolé. Et tu peux me citer un entraîneur en Ligue 1, Ligue 2 nationale qui a le même palmarès que lui, à part lui? Deschamps, tu rigoles? Ancelotti. Deschamps a été champion d'Italie en D2 avec Juventus. Hein. Oui, on sait comment ça s'est passé avec oui, c'était un sketch. Je veux dire, même moi, je pense que j'aurais été champion avec cette équipe-là. Enfin bon, bref, on va pas en faire. Non, mais je suis désolé, Chris. C'est pas un très grand truc. Attends, la Charity Shield en 2000 avec Chelsea. Je suis désolé. Non, mais je te rejoins, il a pas un grand. Il a entraîné les meilleurs clubs du monde, Chris, excuse-moi. Valence, Chelsea, la Fiorentina. Ça te parle déjà rien que ça? Non mais je suis d'accord. Entraîner des grandes équipes, c'est super, c'est magnifique. Mais moi demain, je vais entraîner une grande équipe, ça sert. Si t'as pas de palmarès. Non, arrête, tu vas les faire descendre. Non mais voilà, tout à fait. Non mais il attendait sa venue à Monaco pour avoir un plus gros palmarès. Ça, je pense qu'il avait dit dans l'interview. Non mais je suis désolé. Des champions en 2 ans. Attendez les gars. Alors, c'est-à-dire que tous les entraîneurs qui sont passés à Chelsea sont des très grands entraîneurs là. Tous les entraîneurs qui sont passés à Valence sont des très grands entraîneurs. Tous les grands entraîneurs qui sont passés à la Fiorentina, c'est des grands entraîneurs. Ces dernières années à Chelsea, oui. La question, c'est que Ranieri, ça faisait quand même quelques années qu'il n'était plus à Chelsea. Ça, il faut reconnaître aussi. Et ces dernières années à Chelsea, même Di Matteo, celui qui a une légitimité, il a fait un parcours européen extraordinaire. Il gagne la Ligue des Champions. Aussi. Il a une aura, Ranieri. Il n'a jamais arrêté, mais entraîneur ou pas, palmarès ou pas, il a des façons étranges de faire le ménage. Maintenant, bonne chance à lui, quoi. Ah, on sent qu'il y a un truc qui est pas passé, toi, avec Ranieri. Un truc de Julie. Mais non, mais moi, je suis d'accord un peu avec Émilie. Il y a beaucoup de ménage. Mais moi, je reviendrai quand même sur l'homme. Alors, certes, l'homme a des... il est italien, il est tout petit, alors c'est pas un vrai italien.
On verra comment ça se passera, mais depuis 2000, il n'a plus rien gagné. Depuis 2000, il n'a plus rien gagné. Il n'a pas gagné de grandes compétitions européennes pour l'instant. Hein. Après, voilà, peut-être avec Monaco, il le fera. En tout cas, il a pas tempérament assez énervé. Attention, il s'est toujours un peu pris la tête avec le club où il est passé. Donc, apprendre, moi, avec des pincettes. Voilà, pour 10 millions, il dira rien. Et surtout qu'il y a des fortes têtes dans le vestiaire de Monaco. Hein. Il y en a quelques-uns. Voilà. Et déjà, les deux qui sont venus chercher en Belgique, je peux vous dire que c'est deux forts caractères, hein, et c'est deux fortes personnalités. Et plus ceux qu'on connaît, bien sûr, et que vous connaissez aussi autant, si pas mieux que moi. Non, mais moi, ce qui me fait rire, je pense que moi, en ce qui me concerne, j'aurais clos et j'aurais conclu. Moi, ce qui me fait rire, c'est que je suis certain qu'on va avoir un débat l'année prochaine. Ça va être très, très drôle. Si Monaco sera montant, donc dans les 3 premiers, se dire, comment va-t-il faire? Je sens qu'il va vouloir faire le ménage parce qu'il va avoir forcément... On va se dire qui va virer déjà. Mais là, tu sais pas qui pourra virer l'année prochaine, mais il devra virer du monde pour, s'il veut, faire du très haut niveau en Ligue 1. Mais là, ça va être très très drôle. Et là, franchement, je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Mais n'anticipons pas, on risque d'avoir une saison de Ligue 2 passionnante, même si je redis ce que j'ai dit, mon avis, c'est que pour le titre, ce ne sera peut-être pas si passionnant que ça. On verra tout ça, c'est très bien, on va conclure là-dessus. Ou peut-être qu'il va recruter Frédéric, on sait jamais, écoutez, voilà, Frédéric il nous tient au courant, il nous dira, hein, et s'il part à Monaco. En tout cas, très bien, on va conclure là-dessus sur ce débat, sur ce seul débat de l'émission. Le débat du soir. Voilà, le débat de ce soir. On se retrouve juste après ça. Tous les mardis, de 21h à 22h, quand on aime le foot, on parle foot, arrive sur les antennes de RTS. Avec des invités de marque. Mathieu Sévi, ici Ludovic Judy. Ici Wagner Eloi. Ici Franck Signorino. Ici Amélie Fabriès. Ici Galtier Jordan. Ici Fabienne Jean-Michel. Quand on aime le foot, on parle foot. Et je l'écoute sur RTS Radio. Et oui, on a bien entendu la voix de Frédéric Bong à la fin de ce jingle. Voilà, c'est la preuve quand même qu'on nos émissions, on les enregistre bien. Donc voilà, nous enchaînons sur cette avant-dernière partie de l'émission. Donc là, les questions des sponsors. Donc je tiens à rappeler que cette semaine nous n'aurons pas les sponsors, mais ça sera nos questions à nous, nos questions qui vont. Voilà, on va quand même bien rigoler. Nos questions qui vont à Frédéric Bong. Donc peut-être que la prochaine émission nous aurons les questions des sponsors, nos sponsors à nous, qui poseront les questions à nos invités. Des questions décalées ou pas, on verra ça pour les prochaines émissions, et pour l'instant ça sera nous qui posons nos questions, donc nos questions, et pour moi ma première question, et après les autres personnes, donc mes chroniqueurs enchaîneront là-dessus. Donc Frédéric, ma première question, pourquoi Big Bong? Attention. Fallait la faire celle-là. Non, mais ce Big Bang, il est né, c'était lors de mon premier match en national. J'étais encore à Créteil, j'étais en réserve, donc j'étais en CFA2. Et après, il y a eu un joueur, Thierry Argelier, qui est actuellement à Guingamp. Il était blessé, et ensuite le coach Olivier Frappoli, à l'époque, qui a fait appel à moi. Donc il m'a dit, je compte sur toi pour ce vendredi, on va jouer à l'Avion, on est parti. Certes, on ne veut pas gagner, et apparemment j'ai fait mon boulot, de telle façon que le lendemain, dans le journal Le Parisien, il y avait ma photo en grand et c'était écrit Big Bang. Donc c'est parti de là, Big Bang. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est bon à savoir. Moi, je savais pas. Je sais qu'il y en a un dans notre équipe qui dira pas son nom, mais qui le savait déjà avant nous. Mais non, c'est bon à savoir. Donc, cher chroniqueur, je pense que Thomas avait une question. Après, on enchaînera sur quelqu'un d'autre Honneur à Émilie qui avait une très bonne question à poser. Émilie, vas-y. Non. Non, j'ai pas de question. Une question particulière, vas-y. Elle connaît tout de la vie de notre invité, je pense. Donc elle a Ah non, sauf ce qu'elle m'a demandé tout à l'heure, elle m'a posé la question. J'ai dit je ne sais pas, tu lui demanderas. Donc Émilie, tu avais une question intéressante à poser. Moi, je demande à rien du tout. Trop timide. Thomas, vas-y, pose-la, tu la sais. Alors moi, j'ai une question pour Frédéric. C'est une question animale. Frédéric, es-tu plutôt bélier ou plutôt chamois? Donc sous-entendu plutôt bélier Créteil ou plutôt chamois niortais? Ouais, c'est chaud. Ah ouais, là t'as pas choix. Il y a pas de joker dans nos questions. Les deux. On peut pas dire les deux. Ah, on peut pas ça, on peut pas. Faut dire Niort, t'es à Niort actuellement. Je suis bien à Niort, mais voilà, j'ai encore un petit penchant pour la bélier, je crois.
Ah, Créteil, alors il reste à Créteil quand même. Non, mais c'est quand même Créteil qui m'a tout donné, hein. C'est quand même le président de Créteil qui a tout, enfin, ouais, je peux dire, là où j'en suis actuellement, ça, il a contribué aussi, même si, voilà, j'ai fait le reste sur le temps et tout, mais il a largement contribué quand je venais d'arriver en France en 2004. Donc, il m'a pris à main comme son fils, donc voilà. Il a vraiment contribué, donc c'est pour ça que je dis, je pense que la base c'est Bélier, et après de nos jours, je suis Chamoignan après. On espère leur monter en Ligue 2, pourquoi pas pour les revoir encore avec toi si tu restes en Ligue 2 avec Niort, ou si tu montes en Ligue 1, j'espère pour toi que tu monteras en Ligue 1, mais pourquoi pas en Ligue 2 l'année prochaine, Créteil, je sais pas. Chris, tu avais une question, vas-y, Oui. à toi la parole. Ah bah j'ai une question de Christopher Rousseau, ancien animateur brillantissime sur RTS, qui est employé actuellement sur... J'ai dû me tromper de nom, c'est ça? C'est pour ça que vous rigolez? Ouais, Et voilà, bah, forcément, bah oui, il y a deux Christopher, donc oui. Pardon, ah oui. Pardon, forcément. Donc Christopher, que vous aurez reconnu, l'ancien grand animateur, et les Christopher sont très brillants, donc forcément, je le savais, quand j'ai entendu rire, je savais que je m'étais trompé. Donc pardon Christopher, je te salue, et je salue aussi Louis, qui formait jadis un très très beau duo sur RTS, ils sont tous les deux employés maintenant sur RTL, on les salue tous les deux. Et donc il a une question par rapport à notre invité du soir. Est-ce qu'il a eu l'écho qu'il y aurait peut-être un partenariat entre Saint-Étienne et Niort pour la formation. Est-ce qu'il pourrait nous en dire plus? Ouais, je crois. Ouais, je crois qu'il y a un truc, il y a eu des accords comme ça, mais bon, je m'occupe pas tellement, c'est pas mon taf. Mais je pense quand même que il y a un truc comme ça dans les parages. Si c'est pas fait, ça va se faire ou c'est déjà fait, je crois. D'accord, c'est bon à savoir. Mais je pense même que c'est fait. Je pense que c'est déjà fait. Je suis pas connaissance, à ma connaissance. Je crois. Bah voilà, pour information, Chris, comme ça au moins les auditeurs sont au courant de ce qui se passe à Niort. Et RTL aura la primeur grâce à nous. Voilà, RTL parlera sur RTS, sur notre émission, pourquoi pas, écoute. Quelqu'un d'autre, sympa. Ouais, moi j'ai encore deux questions, plus celle d'Émilie qu'Émilie ne veut pas poser, mais qui sera malgré tout posée en son nom. Alors, première question qui n'est pas d'elle, c'est de moi. Frédéric, c'est plutôt championnat des roast beef ou championnat de la paella? Donc plutôt Angleterre ou Espagne? Et j'ai la réponse moi déjà, donc me mens pas. Roast beef, je dirais. Ah, l'Angleterre. C'est la bonne réponse. C'est ce qu'on m'avait dit, effectivement. Ouais. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que tu es plutôt couleur bleue frappée du coq ou couleur verte avec les félins? Donc, sous-entendu, plutôt équipe de France, plutôt équipe du Cameroun. Du Cameroun? Ah, je pose la question. Non, équipe du Cameroun. Bah oui, toujours. Et j'espère te voir un jour avec l'équipe du Cameroun. Ouais, j'aimerais bien. Big Bong derrière, marqué derrière. Ce sera même plus écrit Bong, ce sera écrit Big Bong. Et je l'achèterai. Je l'ai le maillot du Cameroun, hein. Mais bon, j'ai Eto'o derrière, désolé. Hein. Pas le même poste, hein. Pas le même gabarit. Pas le même poste. Bah ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'est sûr, c'est pas le même poste. Et la question d'Émilie, donc. Émilie, ta question, tu la poses finalement ou pas? Pardon? Attention, Émilie. Non. Non, elle voudra pas. Alors, vas-y, Thomas. Alors, moi, je pose la question. Alors, une question de Émilie Bourgeois, donc chroniqueuse de Quand on aime le foot, on parle foot. Future chroniqueuse et co-animatrice avec moi-même de L-Sport à la rentrée. Frédéric Bong est-il plutôt slip ou caleçon? J'ai pas tout dit la question. Frédéric Bong est-il plutôt slip ou caleçon? Sinon, il y a string en dentaire ou string en cul. Mais ça, c'est en option, ça. Je dirais plutôt slip, je crois. Ah, bah voilà. Émilie, cela te va-t-il comme réponse? C'est parfait. Alors moi j'avais une dernière question par contre. Est-ce que tu as un gris-gris éventuellement quand tu joues au foot? Pour les matchs? C'est slip. Non, il n'y a pas de gris-gris, il n'y a rien. Moi je pars du principe que tu joues comme tu t'entraînes. Donc tu te défonces à l'entraînement, tu vas te défoncer le jour du match. Parce que tu prendras déjà l'habitude à l'entraînement. Oh, ouais, très bien. On se rappellera de... Ouais, il est sérieux. On se rappellera de Franck Ginorino qui nous avait dit qu'il ne mettait pas, qu'il mettait pas de t-shirt en dessous de son maillot parce que s'il parlait de ça enfin, c'était merde, que je me rappelle plus. Enfin, c'était sa chose fétiche. Enfin, en tout cas, il le faisait à chaque match.
parce que bon, bah, c'est chose, mais on sait jamais. Frédéric porte que des slips pendant ses matchs et des boxers à la maison. Enfin, ça restera d'ordre personnel. Il faudra avoir ça avec sa compagne après. Et nous allons passer nous enchaînons tout de suite sur le top transfert et le flop transfert. Donc ce soir, le top transfert ce soir, c'est Julie qui rebondit à Lorient, qui a signé aujourd'hui même à Lorient. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses, Frédéric? C'est bien pour lui, 36 ans, revient à Lorient en Ligue 1. Vient tout court. Ouais, vient tout court. Ouais. En Ligue 1. Ouais, je pense que c'est bien pour lui. Je pense que c'est bon pour lui, même si tout à l'heure on a parlé de lui à Monaco, mais je pense qu'il a longuement réfléchi avant de choisir cette option. Donc, je pense que c'est bien pour lui déjà, et tant mieux pour lui. Bonne chance à lui. Bonne chance à lui. On y passera le message. Émilie, toi, ton avis. Tu vas me la déprimer, ça y est, tu vas me la déprimer. Là. Oui, mais bon, faut en parler. Au moins, tu verras encore ton Ludovic Giuli en Ligue 1, quoi. À mon avis, déjà, je comprends pas trop pourquoi il a choisi Lorient. Je pense qu'il avait encore beaucoup de choses à faire à Monaco. Il aurait pu encore mettre la griffe de la trottinette atomique. Voir. Donc c'est bien pour lui parce que, psychologiquement, ça m'étonne pas du tout. Je pense après avoir lu sa biographie qu'il dépose pas les crampons après ça, c'est super bien. Parce que le jour où on m'a annoncé qu'il partait de Monaco, franchement j'ai pleuré, je l'avoue, j'ai pleuré. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il mette un terme à sa carrière. Donc déjà qu'il rebondisse en repartant pour une année dans un autre club, surtout en fin de carrière, juste chapeau quoi. Donc bien sûr à Lorient, alors peut-être j'aurais préféré qu'il aille vers un club corse ou un club du Sud. Maintenant il est à Lorient et je vais le suivre à Lorient et je le suivrai jusqu'au bout. Très bien, très bien. Et ça, toi, c'est Tom, pas de l'amour, sérieux. Ouais, c'est un gros coup de cœur. Et toi, Tom, c'est ton coup de cœur ou pas? Ouais, moi, c'est mon coup de cœur parce que ça m'ennuyait beaucoup qu'il arrête sa carrière. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un esprit que j'aime beaucoup. C'est un homme simple qu'on a découvert un peu plus, nous, dans l'émission. Et qui a beaucoup de caractère. Donc moi, je m'attendais plus à le voir débarquer en Corse. Puisqu'on le sait, il avait non la suite notamment des pistes sérieuses sur les deux clubs corses, donc Ajaccio et Bastia, et la piste lorientaise. Maintenant, visiblement, ce qui a fait pencher la balance, c'est entre autres Christian Gourcuff, qui est assez proche de Giuli, qui a fait pencher la balance côté Lorient. Non, c'est une bonne chose pour lui, je suis assez content, et puis j'espère qu'il a marqué contre le PSG pour leur montrer qu'il n'était pas fini il y a 2 ans, quoi. Très bien. On verra ça. Chris, toi, ton mot de la fin avec Ludovic Giuli, alors. Giuli est forcément, mais vous avez été tellement bon que je ne peux quand même pas vous paraphraser, je suis pas impoli à ce point-là. Et en plus, étant donné que je suis de super bonne humeur, je ne vais pas avoir de flop cette semaine, et en plus, ça te fait gagner du temps pour l'émission. Voilà. Non, mais moi j'ai quand même un flop. C'est moi qui le donne le flop. Ah ouais, mon flop là. Mais c'est un big flop. C'est pour ça, mon petit Chris. C'est un big flop pour moi. Et c'est Tai Taiwo qui va au Dynamo de Kiev. Voilà, à la queue entre les jambes. Lui qui est parti au Milan AC. Et voilà, qui est parti en prêt au Dynamo de Kiev. Alors toi, Frédéric, qu'est-ce que t'en penses? Toi, je te rappelle pas le personnage. Je crois que tu dois connaître un petit peu. Ouais, ça c'est sûr. Si je remets tout ensemble, donc il faut balancer. Déjà, je me rappelle pas. Il a passé combien de saisons à Marseille déjà? Beaucoup, 5 ou 6 de mémoire. Ah ouais. Ouais. Il a fait 5 ou 6 saisons, facile, ouais, Tom. T'as raison. Ouais, moi, je pense que pour lui, en partant au Milan AC, je pense que voilà, c'était pas, je sais pas s'il était sûr de jouer, mais moi, j'étais pas trop sûr. Et c'est ce qui lui est arrivé. Maintenant, je pense que maintenant, s'il est prêté, c'est parce qu'il aimerait bien jouer. Il en a marre de rester sur le banc, même s'il a parti en octobre. Mais bon, j'espère pour lui qu'il va rebondir. Ouais, j'espère pour lui. C'est le mot exact. J'espère pour lui. Justement, parce que je pense qu'il a envie de jouer. Maintenant, au Milan AC, il peut pas jouer. Ouais, voilà, au Milan AC, un peu, en plus, poussé vers la sortie, faut le rappeler. En fait, ça a très très mal commencé. Il faut se souvenir, je sais pas si vous vous souvenez, en juillet-août l'année passée, ça s'est très très mal passé. Moi, je déteste faire ça, mais je me suis souvenu que les loups s'étaient lâchés quand Taiteo avait signé là-bas. Tout à fait. Tout le monde, à ce moment-là, c'est toujours facile, on cible une tête de Turc et on dit, mais qu'est-ce qu'il va
Et moi, je trouve qu'il a fait le bon choix. Enfin, lui, personnellement, il a fait le bon choix. Je crois qu'il approche bientôt de la trentaine. S'il l'a pas déjà atteint. On est loin encore, on est loin. Il doit avoir 26 ans, là, 27 ans, non? Non, un peu moins, il est arrivé à Marseille à 17 ans. 17 ans. À vérifier, messieurs. Moi, je le voyais plus vieux. Pardon, autant pour moi, à ce moment-là. Moi, je le voyais, j'ai toujours des bravo. Ah ouais, mais il a déjà une carrure, c'est peut-être ça. Je l'ai jamais vu très très jeune, pardon pour lui. Donc du coup, tu as foiré mon intervention. Non, mais tout ça pour dire que de toute façon, je pense, à mon avis, qu'il avait fait le bon choix. Surtout que il y avait quand même, ça manquait de latéral gauche à Milan. Donc pour moi, il avait quand même fait le bon choix. En plus, il a des qualités. C'est un joueur que j'ai toujours estimé sous-évalué, qui peut amener beaucoup offensivement. Maintenant, c'est vrai que la vraie question, c'était est-ce que le Calcio était fait pour lui? Ça, je n'en étais pas certain. Mais pourvu qu'il puisse rebondir, je vais avoir la même conclusion que vous. En tout cas, moi, j'ai toujours ce footballeur très sous-estimé, très sous-évalué. Donc, je lui souhaite de rebondir et j'aurai beaucoup de sympathie pour lui, même si j'ai toujours surestimé son âge. Pardon. 27 ans. Pardon. Voilà, je te. Ah bah, qu'il a depuis 2 mois. Qu'il a depuis 2 mois. Donc, 27, 28, qui se rapprochait il vient juste de les avoir, donc ça compte pas. C'est pas faux. 27 ans. 27 ans, je tiens à le rappeler, je m'en fous, c'est pas grave, je le dis. Tom, toi, c'est un gros flop pour toi, j'espère. Moi, je vais pas tailler taille, ça serait trop facile. Ne serait-ce que pour service rendu à la nation à Marseille. Mais, je suis un peu surpris parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup, qui avait beaucoup d'avenir à Marseille, qui a peut-être voulu aller un petit peu trop haut, un petit peu trop vite, qui a malheureusement raté ses grands débuts à Milan, match amical, arrivé là-bas. Il a pas été du tout à son avantage. C'était son premier gros transfert, puisque quand il était parti du Nigeria, il était arrivé effectivement à Marseille très très jeune. Donc son premier gros transfert européen, c'était celui-là, en tant qu'agent libre, avec une réputation déjà plus ou moins faite d'ailier gauche super puissant. Malheureusement, ça s'est mal passé, donc il est parti donc en Angleterre au Queen's Park Rangers. Tout le monde espérait qu'il allait se refaire la cerise là-bas. Il a quasiment pas joué, 15 matchs dans la saison, ce qui est pas énorme. Là, du coup, il est revenu à Milan. On lui fait toujours pas confiance. Il a encore un petit peu raté sa période d'intersaison. Et du coup, la sanction est encore tombée. Il est reparti en prêt. Donc là, maintenant en Ukraine. J'ai un peu peur pour lui. J'ai un peu peur pour sa carrière. Il va vraiment falloir qu'il décolle à un moment, qu'il explose cette année, parce que s'il explose pas cette année, ça sera fini pour lui, à mon avis. Très bien, Émilie, toi qui es un peu supportrice un peu de Marseille, il faut le dire. Oh, Émilie, elle est triste de pas le revoir à Marseille, je crois. En fait, vraiment, j'ai aucune idée j'ai pas d'avis sur la question, donc je vais m'abstenir. Eh ben, très bien. Ah ben voilà, c'est fait, mais je vais quand même te donner la parole. Non, mais oui, vas-y, Chris. C'est tellement bien d'avoir des gens qui sont comme ça, qui disent, moi, j'ai pas spécialement plus de choses à dire que vous, donc je le dis pas. Non, mais écoute, au moins, c'est être franche et professionnel et pas raconter tu vois. Le journaliste qui savent pas et qui brode, là, franchement, moi, j'aime bien, voilà. Elle a dit, moi, vous avez déjà été complet, j'ai pas quelque chose de plus à ajouter. Bravo, respect. Moi, c'est pareil que toi, Émilie, j'ai rien d'autre à dire. Et ben voilà. Mais Émilie. Chris, franchement, ça. Ouais, je vois ça. Mais Émilie aura quand même quelque chose à dire, parce que ça, maintenant, c'est la chronique transfert. Donc, à toi, Émilie, je te donne la parole. Pronostic. Pour les pronostics. Oh là là, j'ai foiré tout ce que je devais faire. Et juste une petite précision, c'est Christopher Lecoq, donc l'ancien, connu sur le pseudo Chris Aguero, qui nous dit Taiteo a quand même joué 15 matchs de Première Ligue. Donc, juste la précision. Oui, 15 matchs, mais bon. Après, voilà, bon, on va pas... Effectivement. Oui. Mais merci à lui de la précision, effectivement. Très bonne précision. À toi, Émilie, pour la chronique pronostic. À toi, je te donne la parole. C'est gentil. Donc voilà, donc on est parti pour la nouvelle saison. Donc je vais juste faire un petit coucou à Flo, notre chroniqueur qui est pas là ce soir, mais qui a choisi les matchs en bonne et due forme. Donc on va pouvoir commencer dans cette nouvelle saison. Donc en premier match, on avait Caen contre Auxerre. Donc au niveau du groupe, on a choisi Auxerre. Ah, c'est bien. On a choisi Auxerre. Donc je vais juste préciser les cotes. Donc au niveau d'Auxerre, on a donc pour Caen on a 2,25, pour le nul on a 2,90 et pour Auxerre on a 3,10 et Auxerre gagnant. Donc à vous vos pronos. Allez, Frédéric, à toi. Ça va être dur, mais moi je partirai pour un match nul. Ah, d'accord, match nul. Ok, très bien. Moi, je vais faire moi, tiens, et hop, c'est parti. Moi, je vois aussi un match nul entre Auxerre
Entre Auxerre, je vois pas. Enfin, ça va être dur, mais Auxerre sera présent, mais ça va faire match nul. Et toi, Tom? Mais moi, je suis un petit peu d'avis général, parce que quand on a fait un match nul, donc assez poussif, chez le promu du Ajaxien, la semaine passée, mais on sait que c'est très difficile d'aller gagner à Ajaccio, et Frédéric peut le confirmer, parce que l'année dernière, il les a rencontrés. Et je crois d'ailleurs que c'était la bataille entre les deux équipes pour la montée, à la base, pendant un moment, et finalement, les deux sont montés, donc tant mieux. Mais il est vrai que c'est une équipe qui est très dure à jouer à domicile, donc on n'a pas pu voir la vraie valeur de Caen. Auxerre, on l'a vu, mais c'était chez eux, contre un promu, donc Nîmes, une victoire assez poussive. Donc moi, le nul me convient très bien. Nul. Ok. Voilà. Chris? Pour les mêmes raisons sportives que celles qui ont été invoquées et pour les raisons extra-sportives qui font que nous sommes écoutés par un Auxerrois qui se prénomme Luzari, que vous connaissez bien, et par un supporter de Caen qui est Chris Aguero, que j'ai salué tout à l'heure. Donc pour des raisons de lâcheté que j'assume pleinement et pour des raisons sportives pour des raisons sportives, parce que sans rire, je partage totalement ce qu'a dit Thomas, sans le paraphraser néanmoins, eh bien je pronostique également un match nul. Oula, c'est match nul pour tout le monde, sauf peut-être pour Émilie. Eh bah, sauf pour moi. Voilà, la surprise. Sauf pour moi, parce que victoire poussive, je suis carrément pas d'accord. Donc on va dire que même si c'était la première journée, ils ont quand même remporté 2-0. Donc moi je vais mettre Auxerre. Donc parce qu'il y a beaucoup plus d'Auxerrois en France qu'on le croit. Donc Auxerre gagnant et bonne victoire. Très bien. Voilà, pronostic, j'espère. Ouais, donc on va pouvoir passer au deuxième match. Donc un pronostic qui va tout autant m'inspirer, bien entendu, puisque on est sur Le Mans-Dijon. Donc on a les mêmes cotes que pour le match précédent, donc 2,25 pour Le Mans, 2,90 pour le match nul et 3,10 pour Dijon. Donc le groupe de Quand on aime le foot, on parle foot voit allègrement Le Mans gagnant. Donc soit on a que des sauts dans le public. Pardon? Ils sont gentils. Voilà, donc non, juste il y a une explication, c'est soit on a tous des monceaux dans le public du groupe, ou alors ils sont tous un petit peu trop optimistes. Donc moi je vais partir sur un match nul. Match nul. Et toi, Frédéric? Moi je dirais plutôt Le Mans, je sais pas. Après Dijon, je connais pas, mais bon, je pencherais beaucoup plus sur Le Mans. Très bien, Le Mans, ok. Toi, Tom? Et moi, je suis assez mitigé. Ouais, je rappelle que Tom est à Manceau, alors attention. Alors, je rappelle que j'ai fait quand même 9 sur 10 la semaine dernière au pronostic de Ligue 2, clairement, et le seul mauvais c'était Le Mans. Donc, comme quoi j'ai pas eu de bol. Non, à côté de ça, sans entrer de plaisanterie, Le Mans c'est le premier match à domicile, ça va être un petit peu compliqué. Une équipe qui est jeune, donc qui va devoir effectivement appréhender son nouveau stade. Beaucoup ne le connaissent pas encore. Dijon va avoir besoin de tout de suite prendre les devants pour espérer remonter. Le nul, j'y crois pas une seconde. Moi, je vais être dur, mais je vois Dijon gagner. Très bien. Dijon gagner. Et toi, Chris, justement? J'allais faire le même pronostic. Je me suis dit, c'est pas vrai, je fais le même prono que Thomas. Donc là, je suis presque sans voix. Je suis désolé. Donc oui, moi, j'allais faire le même pronostic. Non, parce que sincèrement, je pense que ce match m'apparaît très équilibré, comme Thomas l'a dit, et je pense que ça va jouer sur des détails. Donc autant prendre un petit risque. Honnêtement, c'est vrai que c'est un risque que je prends, mais étant donné que je pars sur le principe, je pense vraiment que les deux équipes sont en phase de rodage et que le match va jouer sur des détails, là, ça peut tourner à l'avantage de Dijon. Voilà. Désolé si ça vous monte au nez. Non, mais moi, je serais plus, mon pronostic serait plus un match nul. Sur ce match, justement, quand on a vu Le Mans-Lens, on a vu que Le Mans avait des belles ressources. En tout cas, donc oui, Dijon revient de Ligue 1, donc va devoir encore frapper fort, va devoir au moins se montrer. Mais je pense que ça va être équilibré. Ouais, on voit un groupe en saut assez jeune, mais assez équilibré quand même, assez même surprenant. Donc on ne sait pas comment ça va se passer, mais je pense que ça sera un match nul. Pardon de t'interrompre, Christopher, mais d'expérience, c'était quand même quelques années que je fais de la web radio. À chaque fois que tout le monde prédit un match équilibré, c'est toujours 3 ou 4-0 pour une des deux équipes. Donc je suis curieux de voir comment ça va se passer ce week-end. On va suivre ça avec intérêt. On verra ça vendredi. Émilie, à toi. Ok, donc on va terminer avec la troisième rencontre qu'on a mis en prono. Donc là, on a fait un petit clin d'œil au JO, quand même. On va pas les ignorer. On n'est pas à part. Donc on va faire donc le troisième, on a choisi Grande-Bretagne contre le Paraguay. Donc sur le groupe, on a, alors c'est assez serré, hein. On a la Grande-Bretagne gagnante. Ils sont plus pour la Grande-Bretagne.
Moi je vais les suivre. Ah Voilà, ouais, t'as juste raison. parce que je les suis pas par conviction, je les suis parce que les JO, on sait pas trop à quoi s'attendre, on regarde un petit peu en spectateur plus qu'en chroniqueur, enfin pour ma part. Donc je vais mettre l'Angleterre gagnante. Et toi, Frédéric? Exactement. Pareil pour moi, je mettrais l'Angleterre gagnant. Non, Il n'y a pas une raison l'Angleterre. particulière, mais j'aimerais bien qu'il gagne. il reste roast beef jusqu'au bout, comme tout à l'heure, toi. Toi, justement, Thomas. Ah, Thomas. Non, je suis là, je Ah, il réfléchissais. réfléchit. Moi, l'Uruguay, j'ai une équipe que j'aime beaucoup, qui joue bien au ballon, qui fait beaucoup tourner, qui est très offensive. L'Angleterre, c'est à domicile, c'est un foot très british, très axé sur le physique, avec des joueurs de talent. C'est assez La difficile quand mi-temps, même. ils servent du thé. Pardon. Ouais, et puis ils boivent de la bière en fin de match aussi. et non, par contre, non, allez, je vais voir. Allez, j'ai le Royaume-Uni pour vous faire plaisir à tous, allez. Allez, Royaume-Uni. Allez, Chris. C'est surtout, je pense qu'il y a 5 joueurs en potentiel en A et les autres c'est les juniors, enfin c'est les jeunes qui évoluent. C'est la compétition des JO qui veut ça. Je pense que l'effectif anglais, en plus ils jouent à domicile, en plus ils sont dans une meilleure spirale, donc tous les voyants sont au vert pour les mettre gagnants. Cette fois-ci, je n'ai pas été courageux, je ne vous ai pas pris à contre-pied. Alors, en sachant que le match aura une grosse importance, puisque celui qui gagnera passera devant l'autre en une qualification et donc en quart de finale. Et moi, je vais prendre le contre-pied de tout le monde. Parce que je pense que dans ces JO, on a bien vu l'Espagne qui s'est fait éliminer. J'ai vu l'Uruguay, pardon. Je sais même plus ce que je pronostique. Je pense l'Uruguay gagnante contre l'Angleterre. Justement, on voit des surprises un peu partout, mais sérieusement, comme l'a dit Thomas, c'est un match très 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 important. Donc je pense que cette équipe d'Angleterre va perdre. On verra. Et ça restera mon pronostic. Voilà. Oui, voilà, j'ai envie de prendre le pied. Donc là, tu veux nous prendre un contre-pied, fais gaffe de pas te déchirer les adducteurs, hein, Je vous redonne, messieurs, dames, juste le classement du groupe de l'Angleterre, donc qui est composé de la Grande-Bretagne, du Sénégal, de l'Uruguay et des Émirats Arabes Unis. Pour le moment, la Grande-Bretagne est ex-aequo à la première place avec le Sénégal et donc 4 points chacun. L'Uruguay est 3e à 3 points, donc à 1 point des deux leaders, et les Émirats Arabes Unis sont déjà derniers avec 0 points. Ça, c'est pas le problème. Mais le Sénégal rencontre les Émirats Arabes Unis, donc on peut dire fort logiquement qu'ils vont s'imposer, en toute logique, ce qui signifierait qu'ils seraient qualifiés. Et donc il n'y a que 1 point entre la Grande-Bretagne et l'Uruguay. Donc en cas de match nul ou de victoire, la Grande-Bretagne est qualifiée. En cas de défaite, ils sont éliminés. Donc attention à ça aussi. Le nul ne suffira pas à l'Uruguay pour se qualifier. Et là, c'est la grosse cote. La grosse cote de ce soir. Et le défenseur sénégalais Chekou Kouyaté, qui a déploré l'attitude. Apparemment, il y avait beaucoup de tensions contre les joueurs uruguayens et qui a dénoncé des propos racistes et beaucoup des comportements inacceptables. Donc, affaire à suivre peut-être. Ah, très bien. Très bonne précision, Chris. Voilà, chronique pronostic fermée. Merci, Émilie. Voilà, merci pour cette émission. On va conclure tout ça là-dessus. Je ferai pas la phrase à Frédéric Bong, bien sûr, parce qu'il l'a déjà faite, je l'ai déjà enregistrée. Et voilà, il la connaît par cœur, il sait. Et Frédéric, je pense que la phrase, elle a évolué cette année. Hein. On aura on aura la surprise la semaine prochaine, sans doute. Ouais, voilà, tout à fait. Et voilà, je tiens à remercier Frédéric qui était venu ce soir. Merci à toi d'être venu, merci d'avoir pris sur ton temps. Je croise les doigts pour toi pour le prochain match de New York, dont je vais regarder moi personnellement, et je vais te regarder. À très bientôt, j'espère, et bonne continuation à toi. Ouais, merci à vous aussi. Et avant de clore, j'aimerais faire une dédicace à ma femme, que j'aime très fort, Monica Fobisco, et ainsi à mon fils Morgan Bong. Donc voilà. Mais sinon, sympa, prochainement. Je sais pas c'est quand, mais de toute façon, on est ensemble. Et on s'envoie des SMS que quand on gagne, hein. Quand on gagne pas, on s'envoie pas des SMS. D'accord, ça marche. On fera ça. Très bien, merci. On te fait des gros bisous de la part de toute l'équipe. Merci d'être venu ce soir. En tout cas, c'est un énorme plaisir pour nous. Tu reviens
viens quand tu veux, bien sûr, avec le grand sourire que tu as. Et je croise les doigts pour toi, pour Niort et pour tout le reste de la saison. J'espère te revoir bientôt dans l'émission, bien sûr, pour faire un petit point, je sais pas. Pro Mercato peut-être, on sait jamais. Non, j'espère pas. Non, mais on sait jamais. Ah, on sait jamais. J'aime bien le dire, on sait jamais. Parce que toujours le suspense, tu vois. Merci à mes chroniqueurs qui ont été excellents ce soir. Chris, Émilie, Thomas et aussi Luzari qui a eu des problèmes de connexion. On te fait un bisou, Lusa, et à très bientôt. De toute façon, on se verra sans aucun problème. Merci. Demain, émission spéciale JO. N'oubliez pas, un jour au jeu avec Luzari, si je me trompe pas, demain. 20h30. Sur RTS Radio, tous les jours jusqu'à la fin des JO. Chris sera plus complet que moi, mais et la prochaine émission, ça sera Motor Show. Et je te laisse conclure, Chris. À très bientôt. Merci, cher chroniqueur. On aime le foot, on parle foot. Bien sûr, évidemment. Ciao. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.